Merci d'être présent ce soir. On a un grand plaisir de vous accueillir dans cette très très belle école dont le nom s'appelle Rennes School of Business. Il faut s'habituer à le dire, mais on y arrive facilement. C'est un plaisir à la fois parce que l'Assemblée présente et nous semble de grande qualité, et puis aussi parce qu'on accueille Nominoé, le fonds Nominoé, qui est quand même un fonds extraordinaire pour ce qu'il fait. C'est un don qui est fait pour aider les gens qui sont dans la peine, la souffrance, et pour leur rendre la vie un peu plus facile dans leurs moments les plus délicats de leur vie, qui est la souffrance à l'hôpital. Et donc, on est très fiers de pouvoir accueillir Nominoé. Et puis, on va accueillir une conférence qui s'appelle « Comment naviguer dans un océan des incertitudes ». Et quoi de plus beau message pour nos jeunes ? Parce qu'eux, ils vont sûrement affronter un monde avec plus d'incertitudes que nous avons connu. Et que savoir comment s'y prendre face à ça, c'est un très beau dialogue qu'on est très content de voir être développé au sein de cette école. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. François, d'abord pour votre accueil. Je suis très heureuse, en tant que directrice générale du CHU de Rennes et en tant que présidente du fonds Nominoé, d'être présente ici avec Jean-Paul Legendre, notre président du Cercle des mécènes, avec Alain Glon, membre du conseil d'administration et grand mécène aussi du fonds, et avec le professeur Karim Boudjema, qui préside le conseil scientifique du fonds, de vous accueillir ce soir. Merci encore François de nous accueillir dans cette magnifique salle de cette superbe école, cette business school rennaise, dont on est tous très fiers, dont vous avez fait vraiment un fleuron, je pense, au plan national, au local, territorial et même international. Je crois que l'école attire aussi de nombreux étudiants étrangers. Donc vraiment, merci de nous mettre à disposition ce superbe amphi. Je voudrais remercier également la Banque des Territoires qui soutient cette soirée, et puis vous dire quelques mots d'accueil avant de passer la parole aux philosophes, puisque je te remercie beaucoup d'être là ce soir. Nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention, et ce thème, naviguer dans un océan à l'incertitude, pour des Bretons qui ont l'habitude de manier la voile et la barre. Je pense que c'est un sujet qui nous parlera beaucoup, et pour nous, soignants et hospitaliers, mais aussi pour le monde économique, pour les managers et pour les directeurs, pour les dirigeants et pour l'ensemble des équipes. L'incertitude est effectivement un élément majeur du contexte, et en particulier à l'hôpital où nous avons vécu, comme vous le savez, nous vivons encore une crise sans fin, pour reprendre les propos du président de la République. Donc on est vraiment très heureux d'être là ce soir. Alors, je voudrais dire quelques mots de Nominoé. Donc Nominoé, c'est un fonds de dotation créé depuis 2014, donc un des premiers fonds de dotation de CHU, qui regroupe de très nombreux mécènes, plus de 1000. Je parle sous le contrôle de Marie, notre très dynamique déléguée générale du fonds de dotation, et qui a pour objet à la fois de faire des ponts entre le monde de l'entreprise, le monde de la santé. Et d'ailleurs, sa composition en témoigne, avec à la fois des mécènes qui sont des grands industriels et qui témoignent de la grande réussite d'ailleurs industrielle bretonne, je crois qu'on peut le dire. Merci cher Jean-Paul, merci cher Alain, et merci à tous les membres du conseil. Et également, et c'est son objectif principal, d'améliorer, vous l'avez cité effectivement, les patients, d'améliorer la vie des patients à l'hôpital. Donc on a choisi de privilégier des actions très concrètes au service des patients, dans des délais qui se mettent en place dans des délais très courts, et qui vraiment aident les équipes médicales et soignantes dans un contexte de conditions de travail qui, évidemment, comme vous le savez, est aujourd'hui particulièrement difficile à l'hôpital. Alors, grâce à Nominoé, dans les actions récentes, en citer quelques-unes, et puis vous incitez aussi tout à l'heure à prendre le document de Nominoé. Vous êtes tous invités, si ce n'est pas encore le cas, à rejoindre évidemment le fonds de dotation. Donc nous avons, grâce à vous, grâce à l'action des mécènes, grâce à l'action des mécènes qui sont non seulement bien sûr des entreprises, mais aussi des personnes, des individus, des familles qui participent à ce mécénat. Donc nous avons pu équiper 22 services du CHU de casques de réalité virtuelle pour mieux vivre des soins ou des actes techniques douloureux, stressants. Nous avons aussi mis en place des commandes oculaires permettant aux malades privés de toute communication gestuelle ou verbale, nous avons souvent avec des handicaps, de permettre de s'exprimer avec les yeux, ce qui est aussi très important pour la communication, évidemment avec les soignants, mais aussi avec leur famille ou leurs proches. Nous avons aussi pu acheter des triporteurs. D'ailleurs, il y a eu une superbe vidéo qui a montré ces patients dans ces triporteurs qui ont eu la possibilité de se promener, des résidents de soins de longue durée, donc souvent des personnes âgées. Et ça a changé complètement leur vie dans ces unités de soins de longue durée.
Nous avons aussi mis en place des solutions d'immersion virtuelle pour mieux vivre des IRM, donc qui sont des actes aussi qui peuvent être impressionnants et stressants pour les patients, des examens stressants, impressionnants. Et puis nous avons tout récemment aussi, et la presse en a fait l'écho, renforcé notre chirurgie robotique, donc installé grâce à Nominoé un 5e robot chirurgical, d'assistant chirurgical, qui nous permet vraiment d'être à la pointe de toutes les techniques chirurgicales et de permettre aussi de favoriser l'enseignement pour les jeunes chirurgiens, et évidemment aussi de diminuer les conséquences post-opératoires, la douleur pour les patients dans leur prise en charge chirurgicale. Donc tous ces exemples montrent vraiment que ce sont des actions utiles, très très utiles pour les patients, très utiles pour les équipes médicales et soignantes. Et je voudrais bien sûr remercier tous nos administrateurs du fonds qui sont ici présents, à la fois ceux qui sont autour de moi, que j'ai d'ores et déjà cités et que je remercie vraiment très sincèrement. Mais je voudrais remercier également Pierre Leduff, Marie-Vonne Leduff, Jean-Yves Carillet, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas encore vu, il est là, merci. Jacques Delanoë, qui est là aussi. Et puis les membres du conseil scientifique, donc j'ai cité bien sûr Karim Boudjema qui préside le conseil, mais également Yannick Malédan, merci beaucoup professeur, Jean-Yves Gauvrit, Nathalie Rio-Leclerc, Sylvie Audan que j'ai aperçu tout à l'heure, pour leur implication vraiment très active dans ce conseil, sachant que vous le sachiez aussi, nous avons aussi un appel à projet que nous faisons tous les ans, c'est-à-dire les équipes elles-mêmes, une infirmière, une aide-soignante peut aussi proposer un projet qui fait ensuite l'objet d'une analyse par le conseil scientifique pour donner suite ensuite à une concrétisation si le conseil d'administration valide le projet. Voilà, mais je ne vais pas être beaucoup plus longue. On peut répondre à toutes vos questions évidemment sur Nominoé après cette intervention. Vous êtes tous et toutes venus pour écouter notre philosophe, Jérôme Méniel. Et nous sommes très heureux de poursuivre le cycle de ces conférences philosophiques. C'est assez original d'ailleurs, je crois qu'on est un des rares fonds de dotation en France à avoir engagé ces conférences philosophiques. Nous avons reçu Raphaël Enthoven, Cynthia Fleury, Charles Pépin, Pascal Pic. Et je suis très heureuse ce soir de recevoir un Breton, je crois. Malouin, si j'ai bien été informée. Donc on en est d'autant plus ravis. Un jeune philosophe breton très talentueux puisque... d'abord par votre parcours, de ce que parce que je ne vous connaissais pas, et donc je me suis renseignée sur votre parcours qui est tout à fait impressionnant, puisque vous êtes passé d'un BEP de la mécanique à un doctorat de philosophie. Bravo, parcours d'excellence. Chapeau, comme quoi l'école française, l'université française permet encore des prodiges. Et puis bravo pour ce parcours. Et vous êtes donc... enseignant-chercheur donc au Centre Atlantique de Philosophie en Bretagne. Vous enseignez au sein de grandes écoles, à Sciences Po Rennes en particulier. Vous êtes également enseignant dans un MBA pour l'école Africa Business School. Peut-être une coopération avec notre business school actuelle. Donc à l'université Mohamed VI de Polytechnique donc, du Maroc. Et vous êtes un disciple d'Edgar Morin, qui est un grand penseur de la complexité, grand philosophe, grand sociologue. Et vous travaillez beaucoup sur les questions du travail, sur le sens du travail. C'est un des grands sujets aussi post-crise pour nous, les soignants, les hospitaliers. Le rapport aussi au travail a aussi changé après la crise, et je pense que c'est vrai aussi dans les entreprises. Et vous prenez des approches globales, pluridisciplinaires pour comprendre tous les grands problèmes de notre société. Et donc, on est vraiment très, très heureux de pouvoir vous écouter. Et puis ensuite, je voudrais aussi saluer vos d'autres qualités que vous avez, puisque vous êtes aussi ceinture noire de judo, jiu-jitsu, ce qui prouve que vraiment, vous touchez toute une palette. Voilà, vous êtes très éclectique. Donc, une vraie personnalité très attachante, on n'en doute pas. Et je n'en doute pas aussi, une conférence tout à fait passionnante. Merci encore à vous d'avoir accepté l'invitation. Et nous sommes toutes oui pour votre conférence. Merci encore. Ah oui. Non, allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup, Véronique. Donc, très heureux de vous retrouver après 3 années d'interruption suite à la pandémie de la Covid. Pardon. Je remercie tout le monde de soutenir Nominoé. Nous sommes désormais 5000 donateurs. 5000. Oui, entre les personnes morales, donc les sociétés, et les personnes physiques. Tous les dons sont les bienvenus, que ce soit 10 €, 100 €, 500 €, 1000 €. Vous avez le droit de ce que vous voulez, même beaucoup plus si vous voulez. Ce n'est pas un problème. Voilà. On a collecté près de 6 millions depuis 8 ans.
C'est, je crois, une bonne façon de remercier les excellentes équipes médicales qui apportent les meilleurs soins à des milliers de patients chaque année. Nous avons beaucoup de chance d'avoir sur le territoire un CHU aussi dynamique pour nous faire profiter des progrès en santé. J'invite chacun d'entre vous à continuer de donner pour la santé, en proximité à Nominoé. Vous souhaite une bonne soirée. Moi, en fait, c'est la seule chose que je sais faire, c'est donner et inciter à donner, voilà. Parce qu'on a d'éminents professeurs qui, eux, décident des actions à mener, hein, puisque le comité scientifique est là pour ça. Et donc chacun son, avec Jacques, avec Pierre, avec Olivier, avec Jean-Yves, notre contribution, c'est d'essayer d'entraîner un maximum de gens à donner à Nominoé. Vous avez bien compris qu'on n'est pas dans la recherche fondamentale, on est dans le concret, dans le confort du malade et dans la proximité maximum. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. 2 secondes pour dire que nous avons ce soir sur l'estrade avec nous, et nous en sommes très heureux, Alain Glon. C'est inhabituel. Il n'est pas avec nous sur l'estrade au cours des dernières conférences philosophiques, mais ce soir, nous y tenions. Parce que d'abord, Alain est un des grands donateurs de Nominoé. Et c'est vraiment un inconditionnel de notre fonds de dotation. Et on te remercie très chaleureusement, Alain, de cette fidélité. Et puis, c'est aussi parce que c'est grâce à toi que nous avons découvert Monsieur Jérôme Méniel. Et je vais te dire, ce qui nous a frappé quand tu nous l'as présenté, c'est que toi, comme lui, pouvait être caractérisé par le bon sens près de chez vous. C'est vraiment extraordinaire. Et vous allez voir, vous avez entendu quelques mots sur le parcours de Jérôme Méniel, mais vous allez voir qu'il est capable de philosopher sur cette difficulté à laquelle on est parfois confronté, de choisir le bon chemin au cours de la vie et de ne pas se tromper, finalement de savoir naviguer dans cet océan d'incertitude. Alain, je vais te laisser le plaisir de dire quelques mots sur ton poulain. Pas ton élève, ton poulain. Merci Karim, merci Véronique. Bonsoir à tous. Alors, présenter Jérôme. Véronique nous a dit qu'il était mal loin, combien le départ avait été compliqué et ensuite c'est devenu extrêmement brillant. Alors quand vous êtes entrepreneur, la tendance est de tout pousser à fond, quoi. Hein. Et donc, en tant qu'entrepreneur, on a connu la bureaucratie, la technocratie et beaucoup de science. Et on s'aperçoit que l'ensemble de ces choses poussées à fond, souvent, ça crée des désagréments au bout. Et je me suis dit, pour moi qui n'avais jamais fait de philosophie, pourquoi pas essayer la philosophie? Peut-être qu'on peut aller très loin sans saturer. Et donc, j'ai rencontré Jérôme dans le cadre d'une autre activité. Et pour faciliter la réflexion, je lui ai suggéré que nous fassions ça en vélo. Et donc, nous avons fait de la philosophie en vélo. Alors, je vous invite ce soir à faire la même chose. Vous pouvez rêver de là où nous sommes passés. Locronan, Sainte-Anne-la-Palude, Camaret. Nous avons passé la nuit sous la tente entre l'île Longue et l'Envéoc-Poulmic. Un soir où Poutine faisait du bruit dans le ciel, on s'est dit si on doit viser quelque chose en France, ce sera peut-être ici. Mais nous avons bien dormi. Le lendemain, nous avons passé les monts d'Arrée. Je vous invite à y penser, à respirer un air qui n'a pas encore servi. Et la soirée passée à Pont-Aven, tout ça fut un instant merveilleux. Merci Jérôme, ça pourra se renouveler. Bienvenue. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est vrai, Alain, Karim, et comme l'a dit Alain, comme il faudrait être idéalement
comme les hommes de la Renaissance ou comme les hommes de l'Antiquité, un homme complet et non pas un homme spécialiste comme certains universitaires aujourd'hui, essayer de travailler la dimension du corps et de l'esprit pour pouvoir naviguer dans l'incertitude. Ça, c'est extrêmement important. Mais d'être ici ce soir dans cet amphi, dans cette école, ça me rappelle d'excellents souvenirs parce que on m'avait invité il y a 4-5 ans environ pour faire une conférence témoignage ici, donc devant 500 étudiants. Et le titre de cette conférence, c'était de mémoire « Dans la vie, rien n'est joué d'avance, du BEP mécanique au doctorat en philosophie ». Et je m'en rappelle assez bien de cette conférence. J'avais beaucoup parlé d'incertitude, de l'incertitude qui est au cœur de nos vies. Et ce soir, 5 ans après, je suis devant vous pour vous parler à nouveau d'incertitude. Donc, avant de commencer cette conférence sur l'incertitude, je voudrais peut-être partager avec vous une certitude, donc une certitude capitale. Alors, pas la certitude finalement que nous allons tous mourir un jour, ça c'est la certitude la plus évidente du monde, et je ne voudrais pas casser l'ambiance tout de suite, mais si vous voulez, la conscience de la mortalité, il faut quand même l'avoir. Ça peut nous permettre d'aller plus loin, mais ça, c'est autre chose. Mais je voudrais vous partager la certitude que la vie est quand même mystérieuse. La vie est pleine de surprises. Notre naissance nous jette dans l'existence, nous jette dans l'inconnu finalement de la vie. Et donc, si on prend du recul sur l'existence, il y a l'inconnu de la vie au départ et ensuite l'incertitude de la mort. Et entre l'incertitude de la vie avec notre naissance, nous apparaissons dans un point de l'espace et du temps, comme disait Pascal, qu'on n'a pas choisi, et il y a la certitude de la mort. Et entre ces deux moments de l'existence, il y a l'incertitude du moment où nous allons mourir, et il y a l'incertitude de l'aventure de la vie. Et donc, si vous voulez, il faut avoir cette dimension-là à l'esprit. Donc, je voudrais faire peut-être un petit sondage express dans la salle, là. Qui croit sérieusement que nous avons un destin? Qui croit qu'on a un destin ici? Levez la main, n'hésitez pas. Donc, un destin. Il y a beaucoup de rationalistes ici. Il n'y a pas beaucoup de rationalistes. Alors, je vais vous dire quelque chose. Personne ici dans cette salle n'a de destin. Nous n'avons pas de destin. Et donc, personne. Et même ceux qui croient aux anges et aux esprits. Le destin n'existe pas. Et donc, voilà une autre certitude au cœur de l'incertitude. Dans la vie, il n'y a pas de destin, mais ce que nous faisons. Et ça, c'est capital. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez tous ici Rocky? Rocky, le film, pas le philosophe. Rocky, c'est... ce film, plus jeune, m'a fasciné. Et d'ailleurs, il a fasciné toute une génération. Donc, Rocky, c'est quoi? C'est l'histoire d'un tocard, d'un type de seconde zone. Personne ne croit en lui. Et donc, il va lui arriver quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un boxeur de seconde zone à qui on va offrir une chance unique. Donc, le champion du monde des poids lourds de l'époque s'est blessé quelques mois auparavant, et l'organisateur du combat recherche un nouvel adversaire pour remettre le titre en jeu de champion du monde. Et Rocky se voit offrir cette chance incroyable de combattre le champion du monde. Alors évidemment, tous les commentateurs, personne n'y croit. Personne ne croit que Rocky va aller au-delà du premier round. Et à la surprise générale, Rocky va résister jusqu'au 15e round et finalement, il va véritablement résister. Et donc, il va perdre par décision, mais il aura, pour lui, ça sera une grande victoire. Et si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Cette histoire est la preuve que la vie est une aventure, que rien n'est jamais écrit d'avance. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour la petite histoire, si vous savez, cette histoire vient de faits réels. Stallone, l'acteur américain qui joue le premier rôle dans ce film-là, s'est inspiré d'un combat en 1975-76 de Mohamed Ali, qui avait combattu à l'époque
un illustre inconnu et qui avait été mis en difficulté par ce boxeur inconnu. Il avait même été mis à terre. Et donc, Rocky en a fait un scénario, il en a fait un film qui a été extrêmement célèbre. Et donc, cette histoire, c'est la preuve que rien n'est jamais écrit d'avance dans nos vies. Croire qu'on a un destin, c'est croire que tout est écrit d'avance. C'est avoir une vision fataliste de la vie, des choses et de l'existence. Imaginez un instant un monde où tout serait écrit d'avance. Faites un effort d'imagination. Imaginez un monde, votre vie, où tout serait prévisible. Donc, la femme et l'homme avec qui vous allez partager votre vie. Donc, imaginez la scène. Et donc, imaginez maintenant votre profession, votre vie. Tout est prévisible, tout est prévu. Avoir un destin, eh bien, ça veut dire que le cours des choses est irrévocable et qu'on ne peut rien faire. Et donc, heureusement, je vous rassure, la vie est une aventure. Et au-delà de la vie individuelle, regardez le mouvement des sociétés et de l'histoire. Eh bien, des peuples et des civilisations. Regardez les événements récents, par exemple la crise des Gilets jaunes. Regardez la crise sanitaire mondiale. Regardez le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Qui a prédit ces événements-là? Qui a pu prédire ces événements-là? Qui peut prédire ici, sérieusement, ce que sera le monde dans 10 ans? Qui peut prédire ce que sera le monde dans 5 ans, dans 1 an? Qui peut prédire avec certitude la météo qu'il fera dans la plus belle ville de Bretagne dans 15 jours, à Saint-Malo? Personne. Moi, j'ai ma petite idée, mais personne ici ne peut prévoir, eh bien, ne peut répondre à ces questions, et pas même Jacques Attali. Donc, si Jacques Attali ne peut pas répondre à ces questions, c'est impossible de répondre. Pourquoi? Eh bien, parce que l'incertitude est au cœur de nos vies, l'incertitude est au cœur du monde. Et cette idée-là, je l'ai comprise vers l'âge de 20 ans. Et je crois que Rocky m'a beaucoup aidé, eh bien, à comprendre que les événements les plus improbables, eh bien, font partie de la vie pour le meilleur comme pour le pire, mais qu'on peut, avec notre intelligence et notre volonté, eh bien, parfois forcer le cours des choses et tirer parti de l'incertitude. Kant nous dit, le grand philosophe allemand du XVIIIe, il nous dit ceci: on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Et on pourrait compléter en disant que la mesure de l'intelligence, c'est aussi de convertir l'incertitude en une force créatrice. Mon message clé ce soir est extrêmement simple. Il est impossible d'éviter et de dompter l'incertitude. Il est impossible d'éviter et de dompter l'incertitude. Par contre, eh bien, on peut s'y préparer et en tirer parti. C'est un peu comme au judo, si vous voulez. On ne connaît pas à l'avance, finalement, les attaques de l'adversaire, mais on peut convertir le chaos, l'incertitude, le hasard qui vient de l'extérieur pour le convertir en une force créatrice et rester debout face à l'adversité. Et donc, c'est ce que m'a appris aussi un peu le judo. Donc, je vais aborder avec vous ce soir 3 grandes idées dans cette conférence. La première idée, le premier point que je vais aborder avec vous, eh bien, c'est le suivant. L'incertitude est au cœur du monde, au cœur de la vie, et que ça va continuer à tanguer de plus en plus. Donc, plus le monde va avancer, plus on va rentrer dans un monde d'incertitude. Et pour affronter, eh bien, l'incertitude, il faut d'abord prendre conscience d'une chose, de sa réalité. Donc, quelle est la mission de la connaissance? Quelle est la mission de la connaissance? La mission de toutes les sciences, vous prenez les sciences de la nature, la médecine, l'astronomie, les mathématiques, la physique, et vous prenez les sciences humaines et sociales, la philosophie, l'histoire, la sociologie, l'ambition et la mission de toutes les sciences, eh bien, c'est de réduire les incertitudes, de les éliminer et de conquérir des certitudes. Si les hommes partent à la conquête, eh bien, de toujours plus de certitudes de notre monde, c'est pour devenir maître et possesseur de la nature. Maître et possesseur de la nature, c'est une expression du philosophe et mathématicien Descartes. Descartes croyait que le progrès des connaissances,
eh bien, permettrait aux hommes de maîtriser parfaitement leur environnement. Et donc, en maîtrisant parfaitement leur environnement, de comprendre le présent et de prédire l'avenir. Et donc, il avait une vision mécaniste, déterministe et linéaire du monde. Et donc, il voyait d'une certaine manière le monde comme une grande machine. Et quand on comprend la totalité des éléments dans une machine, eh bien, on peut en deviner son comportement et son mouvement. Mais c'est une vision en réalité très réductionniste du monde et de la vie. Et cette vision, aujourd'hui, est mise à mal, en difficulté. Qu'est-ce que nous ont enseigné les sciences, l'évolution des sciences au XXe siècle? Eh bien, que l'incertitude se trouve au cœur de la connaissance, le principe d'incertitude, de la vie et de l'histoire. Donc, il faut faire le deuil, eh bien, des vérités absolue sur le monde. Il faut faire le deuil de la maîtrise, de la possibilité de maîtriser complètement l'environnement. Il faut faire le deuil également de pouvoir comprendre parfaitement l'époque dans laquelle on vit et surtout eh bien, cette idée qu'on pourrait prédire l'avenir. Si on remonte dans le passé, les hommes avaient une autre vision de l'histoire et du temps. Donc, deux grandes visions s'opposaient. Donc, dans les civilisations traditionnelles, on vivait dans la certitude d'un temps cyclique. Donc, les anciens croyaient que l'histoire se répétait eh bien, en boucle, éternellement. Et dans la civilisation moderne, eh bien, on a vécu dans la certitude d'un temps linéaire. Et donc, les modernes pensaient eh bien, que l'histoire allait toujours dans la voie du progrès. Mais aujourd'hui, ces deux visions de l'histoire sont dépassées. Un des grands progrès de la connaissance, c'est ce que met en évidence Edgar Morin, eh bien, c'est la prise de conscience de l'incertitude du présent et du futur. La prise de conscience que la vie est une aventure et qu'elle est imprévisible. Donc, qu'est-ce que l'histoire? Comment caractériser l'histoire? L'histoire, c'est un peu comme une voiture qui avance avec des phares allumés dans la nuit. Ça veut dire qu'on découvre au fur et à mesure, eh bien, finalement, un paysage qui change sans cesse. On pourrait tout à fait, pour définir l'histoire, reprendre la définition que Bergson donne eh bien, dans l'évolution créatrice de la vie. L'histoire, c'est une création imprévisible de nouveautés. Jadis, on pensait à une stabilité complète des civilisations et des grands empires. Tous les grands empires, regardez, toutes les grandes civilisations, l'empire romain, aztèque, mésopotamien, inca, tous se sont crus immortels et tous ont pourtant disparu. Donc en vérité, l'histoire et les sociétés se développent toujours par des crises et par des ruptures, par des régressions et par des progressions, et donc par des créations et par des destructions. Shakespeare résumait tout à fait eh bien, le mouvement de l'histoire. Il disait ceci, l'histoire est plein de bruit et de fureur racontée par un fou. Alors oui, on pourrait se dire, quelle tragédie, nous ne savons plus aujourd'hui où nous allons. Mais en vérité, on n'a jamais su où on allait. Même dans le passé, les hommes pensaient savoir où ils allaient, les hommes pensaient avoir un destin, que tout était écrit d'avance. J'ai mis en évidence que ça n'était pas le cas. Les hommes pensaient ensuite que l'histoire était inscrite dans le progrès, qu'on allait toujours vers le mieux. Mais en fait, ces deux illusions sur le devenir de l'histoire, eh bien, se sont effondrées avec l'évolution des sciences. Et beaucoup aujourd'hui ont peur de l'incertitude. Mais on devrait, en vérité, plutôt se réjouir de l'incertitude. C'est peut-être ce qui donne de la poésie, de la beauté et de la profondeur à la vie. Edgar Morin nous dit ceci. Il dit « Nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitude, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude, à travers des îlots et des archipels de certitude. » Donc, un de mes objectifs tout à l'heure, au cours de cette conférence, c'est de vous donner les coordonnées GPS de ces îlots et de ces archipels de certitude. Donc, voilà, c'est important d'avoir un peu d'assurance et de sécurité dans un monde aussi mouvant que le nôtre.
Qu'est-ce que le monde, comment caractériser notre monde aujourd'hui? Eh bien, ce qui caractérise notre monde aujourd'hui, c'est qu'il est dominé, eh bien, plus que jamais par l'incertitude. Et que le monde dans lequel on vit est beaucoup plus compliqué qu'on croit. On est passé d'un monde relativement stable, linéaire et confiant à un monde instable et extrême. Comment? Eh bien, avec le progrès des sciences et des techniques et des grandes innovations sur le terrain, sur le terrain technologique, qui a des répercussions dans la société et ensuite dans l'économie. Je ne sais pas si vous savez, mais l'armée américaine a forgé, après la guerre froide, un concept pour décrire cette réalité-là de notre monde. Est-ce que vous connaissez ce concept? C'est le concept VUCA. VUCA, ça signifie volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Donc, nous sommes entrés au XXIe siècle dans un monde VUCA, donc qui change rapidement, c'est la volatilité, dont l'évolution est difficile à prévoir, c'est l'incertitude, dans un monde multilatéral, c'est la complexité, et qui est difficile à analyser, c'est l'ambiguïté. Aujourd'hui, on peut poster quelque chose sur Twitter et ça peut avoir des rebondissements à l'échelle internationale. À partir d'un phénomène local, eh bien, ça peut bousculer l'ensemble du monde. Le monde est en interaction. Et donc, et si vous regardez autour de vous, le chaos, l'incertitude est partout et jusque dans l'ADN. Le chaos existe. Et donc, alors, n'hésitez pas à me corriger ici, les professeurs de médecine, après l'intervention. Voilà. Mais d'où viennent les mutations génétiques? D'où viennent les mutations génétiques? Eh bien, les mutations génétiques ne viennent pas d'un plan ou d'une décision. Vous savez, les girafes n'ont pas un long cou parce que les arbres sont hauts. Donc, les girafes ont un long cou parce qu'il y en a quelques-unes, au hasard, eh bien, qui sont nées avec un plus long cou que les autres. Il s'avère que c'est celles-ci qui arrivaient à manger les feuilles dans les arbres. Et donc, elles n'ont pas du tout fait de redistribution sociale. Et donc, toutes celles qui avaient le gène du long cou, eh bien, se sont maintenues et c'est devenu ensuite le groupe dominant. Et c'est ça la sélection naturelle. C'est ça la sélection naturelle, c'est quelque chose qui arrive par hasard dans la génétique. Et ce hasard crée quelque chose qui crée un avantage comparatif dans la reproduction à long terme. Et donc, ça devient une caractéristique dominante ensuite, eh bien, qui se transmet de génération en génération. Et ce hasard, ce chaos, eh bien, on le trouve à tous les niveaux. On le trouve au niveau de l'univers et au niveau des étoiles. Eh bien, une étoile, ça vit et ça meurt. Et quand une étoile explose, eh bien, ça change profondément la dynamique des galaxies. Et donc, dans le passé, les hommes avaient réussi à créer l'illusion que le chaos, l'incertitude n'existait pas dans les sociétés humaines. L'astrologie, c'est la première tentative d'explication, eh bien, du chaos. Donc, pourquoi les gens ont voulu prédire le futur, à votre avis? Eh bien, les gens ont voulu prédire le futur dans le passé pour se rassurer, pour rassurer les gens présents. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve des chamans dans les sociétés anciennes jusqu'à Nostradamus aujourd'hui. Toutes ces personnes-là ne vendent qu'une chose, eh bien, c'est une histoire rassurante pour les hommes du temps présent. C'est une histoire rassurante qui fait du bien, eh bien, et qui essaie d'avoir un certain contrôle sur l'existence. Et donc ça, c'est la première illusion. Mais comme il y avait des cartésiens et des gens un peu plus rationalistes, eh bien, on a essayé d'expliquer les choses par la science. Et donc, la deuxième grande illusion, eh bien, vient d'une science pervertie, on pourrait dire, du scientisme. Poincaré disait « Il est possible de prévenir l'avenir si on connaît toutes les conditions initiales ». Et donc, le scientisme croit qu'on peut expliquer la totalité des problèmes eh bien, par la science et qu'on peut comprendre eh bien, parfaitement notre environnement et prédire l'avenir. Ça, c'est la deuxième illusion. Et plus tard, un phénomène a détruit eh bien, toutes ces illusions. Quel phénomène? C'est l'effet papillon. L'effet papillon, c'est quoi? C'est la métaphore
l'image qui résume très bien la théorie du chaos. C'est l'idée que de petits événements dans le monde peuvent avoir des conséquences imprévisibles à long terme. C'est que une décision financière mineure ou locale peut avoir des répercussions sur l'économie mondiale. On l'a vu dans beaucoup de cas, et notamment avec la banque d'investissement Lehman Brothers, qui, quand elle a fait faillite en 2008, a contribué à la crise financière mondiale de 2008. Donc, on commence à prendre conscience aujourd'hui que notre monde sera dominé de plus en plus par l'incertitude. Et cette grande mutation du monde, il faut le savoir, ne produira pas un changement à l'intérieur de la civilisation, comme le passage du moteur à vapeur au moteur à essence, mais un véritable changement de civilisation, comme le passage du monde agraire au monde industriel. Et les conséquences, elles vont être multiples, notamment les conséquences sur le terrain. On va perdre des repères, la perte des repères et des valeurs morales vont être bouleversées. Et aussi notre manière de vivre et de travailler. La nature de nos emplois et de nos entreprises vont être bouleversées et elles le seront encore davantage demain. On a souvent coutume de dire, chez certains sages, que le sage est celui qui est capable de voir venir les choses. Mais en vérité, la sagesse, c'est plutôt de voir les choses ainsi, qu'il est impossible de voir très loin quand on a conscience de la complexité du monde. Et prendre des décisions dans un monde qu'on ne comprend pas, c'est un vrai défi. Et donc, il y a un concept qui a été théorisé par un économiste et un sociologue américain, Herbert Simon, qui est le concept de rationalité limitée. Ça veut dire la rationalité limitée, que la prise de décision, elle a toujours lieu dans un contexte d'incertitude. Parce que le monde est incertain par nature. Et donc, ça veut dire qu'on ne maîtrise jamais complètement l'environnement, qu'on n'a jamais suffisamment d'informations et qu'on n'a jamais suffisamment le temps pour tout comprendre. Et à supposer même qu'on ait l'éternité pour essayer de comprendre l'environnement, ça n'est pas possible. Donc, ceux qui disent parfois « j'attends pour agir », ça, à un moment donné, l'action suppose une forme d'engagement et de prise de risque. Et il y a un philosophe qui résume très bien la situation. C'est Paul Valéry. Il dit que de choses il faut ignorer pour agir. Bien sûr qu'il faut ignorer beaucoup de choses pour agir. Et donc, ça, c'est la première idée. L'incertitude est au cœur du monde et ça va prendre de plus en plus d'ampleur à l'avenir. La deuxième grande idée que je veux aborder maintenant avec vous, c'est que l'incertitude est un stimulant. L'incertitude est un stimulant. Et donc, on verra que pour survivre dans notre monde VUCA, il faut s'entraîner et se muscler. Donc, celui qui a sans doute décrit le mieux la situation dans laquelle on est aujourd'hui, le XXIe siècle, c'est un philosophe des sciences contemporain qui était un ancien trader pendant 20 ans à New York, qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite véritablement à le lire, c'est extraordinaire. Et donc, il a créé un ensemble de concepts extrêmement pertinents pour comprendre notre époque. Et un des concepts extrêmement importants pour comprendre la situation, c'est celui d'antifragilité. L'antifragilité, ça pourrait se résumer par la formule de Nietzsche, « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et donc, par exemple, là, ce n'est pas une bouteille en verre, mais si cette bouteille-là, si je prends une bouteille en verre et que je la jette au sol, la bouteille en verre, elle va se casser. Donc la bouteille, elle est fragile. Par contre, si je prends cette bouteille-là en plastique et que je la jette au sol, cette bouteille-là, elle va résister. Elle est robuste ou résiliente. Maintenant, imaginez une bouteille de plastique ou un ballon de rugby qu'on jetterait au sol et qu'à chaque fois qu'on le jetterait au sol, il se renforcerait, il deviendrait plus fort. C'est ça l'antifragilité. L'antifragilité, c'est un système qui prospère et qui se développe quand il est exposé au hasard, à la volatilité, au désordre et au stress. Ce sont les systèmes vivants. Les systèmes vivants, sont des systèmes antifragiles. Les systèmes antifragiles sont tous les systèmes vivants. Et Darwin nous a expliqué ceci,
ce n'est pas l'organisme le plus intelligent ou le plus fort qui survit, c'est l'organisme le plus capable de s'adapter au changement. Je ne sais pas si vous connaissez les méduses Turritopsis nutricala. C'est le nom latin de ces méduses-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Donc, cette espèce de méduse a une caractéristique très particulière. Est-ce que vous savez laquelle? Elle est considérée par les biologistes comme la seule espèce sur Terre qui aurait le potentiel de l'immortalité. Et donc, elle a la capacité de se régénérer indéfiniment. Et donc, d'arrêter et d'inverser le vieillissement de ces cellules. Comment? Quand elle est confrontée à des difficultés, quand elle est confrontée au manque de nourriture, quand elle est confrontée au stress. Donc, cette méduse, cette espèce de méduse, c'est l'antifragilité par excellence. Quand elle prend des coups, elle devient plus forte. Et cette qualité d'antifragilité est propre à tout ce qui s'est modifié dans le temps. Elle est propre, je l'ai dit, aux organismes vivants, mais elle est propre également aux traditions, aux cultures, aux civilisations. Et donc, dans l'histoire du vivant et des sociétés, on a peut-être trop souvent négligé cette idée que les systèmes complexes profitent bien souvent des contraintes et que priver les systèmes complexes et vivants de contraintes, que ça pouvait avoir des effets pervers et nuisibles. Et donc, c'est parfois difficile à comprendre que le succès, la croissance économique ou l'innovation puisse être le fruit d'une surcompensation au stress. Et donc, quel est le danger de priver les hommes et les sociétés de la volatilité, du hasard, de l'incertitude? On risque d'affaiblir leur défense immunitaire. Et donc, quand on passe un mois au lit, qu'est-ce qui se passe? Quand on passe un mois au lit, nos muscles s'atrophient. Et qu'est-ce qui se passe quand on prive un organisme de stress? On le met en danger. On le met en danger si on prive un système vivant de ce stimulant-là. Et il peut s'affaiblir et même en mourir. Donc, c'est une idée extrêmement intéressante que Nassim Taleb développe au niveau du vivant et au niveau des sociétés. Quel est le problème aujourd'hui de notre époque, de la modernité? Le problème, c'est de vouloir éliminer l'incertitude du monde. C'est la volonté paternaliste de vouloir tout contrôler. Et puis, nous avons fragilisé l'économie, notre santé, notre vie publique, notre éducation, en cherchant à trop contrôler notre environnement. Et je ne sais pas si vous connaissez, évidemment vous en avez entendu parler, mais le syndrome de post-traumatique. Vous connaissez le syndrome post-traumatique quand des gens qui ont subi un traumatisme fort, qui sont partis à la guerre et ensuite qui ont des troubles qui a pour conséquence une difficulté à se réadapter au monde. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène inverse du post-traumatique. Est-ce que vous connaissez le phénomène inverse? C'est la croissance post-traumatique. La croissance post-traumatique, c'est de se surpasser après une difficulté, après des événements difficiles. La croissance de l'individu ne vient pas du traumatisme en tant que tel, mais de lutter contre la difficulté. Et donc, c'est un phénomène qui a été observé, que la souffrance et le stress peuvent être des moteurs pour nous rendre plus grands et qui peuvent permettre un changement positif de la personne. Alors, jusqu'à un certain niveau, il ne faut pas non plus que les chocs détruisent la personne, mais ça peut être un stimulant. Et beaucoup, autrefois, considéraient le bien-être comme la voie de la perdition. Le grand homme politique romain, Caton le censeur, n'aimait pas obtenir les choses facilement. Pourquoi? Parce que pour lui, obtenir les choses facilement, ça affaiblissait la volonté. Et il avait la même lecture au niveau politique. Ça peut affaiblir aussi et fragiliser une société que d'avoir les choses trop facilement. Donc, on dit que les meilleurs chevaux de course perdent quand ils entrent en compétition avec des chevaux plus lents et qu'ils gagnent face à des concurrents plus forts. Et donc, quelle leçon on peut tirer de ça? Quelle leçon on peut en tirer? On peut en tirer la leçon suivante, que la sous-compensation due à une absence de stress, à une absence de défi, dégrade les meilleurs.
Donc, pour reprendre l'image du philosophe et empereur Marc Aurèle, les organismes ont besoin de transformer les obstacles en carburant, exactement comme le feu. Maintenant, troisième et dernier point, sur le thème de l'éducation, la nécessité de s'éduquer à l'incertitude. La nécessité de s'éduquer à l'incertitude. On verra que pour s'éduquer à l'incertitude, il faut se former aussi en dehors de l'école, c'est-à-dire prendre des risques, échouer et rebondir. C'est tout à fait capital. Et donc, on critique souvent l'enseignement traditionnel des États-Unis. On reproche aux Américains d'être incultes, d'être mauvais en maths, d'avoir une très mauvaise connaissance des classiques. Et donc, mais quand on fait ces critiques-là, aux Américains, on oublie souvent une chose essentielle. D'où vient aujourd'hui la nouveauté, la créativité? Les États-Unis sont beaucoup plus créatifs que nous, Français et Européens. Et tous ceux qui critiquent cette culture américaine oublient tous les jours qu'ils frappent sur des PC, qu'ils utilisent Word et qu'ils font des recherches sur Google. Et donc, selon vous, quelle est la différence de culture entre la culture américaine et la culture européenne et asiatique? Quelle est cette différence-là? Comment on l'explique? La différence, c'est que la culture américaine encourage le processus d'échec. La culture américaine encourage le processus d'échec, contrairement aux cultures européennes et asiatiques dans lesquelles c'est assez mal vu. La force de l'Amérique, c'est d'avoir une culture de l'échec et du risque, d'être beaucoup plus tolérant au bricolage, au tâtonnement. Et donc, ils n'ont pas peur, les Américains, du cimetière des mauvaises idées et du cimetière des mauvaises actions. Ils essaient. Et donc, dans l'histoire, quand on regarde un petit peu les plus grandes découvertes, les plus grandes innovations et les plus grandes inventions, n'ont pas été planifiées par un plan d'action précis. Elles ont souvent été faites par la contrainte, par le tâtonnement, par la méthode d'essai et d'erreur, par la succession de petits échecs qui produit bien souvent les meilleurs résultats. Donc, c'est ça le secret de la créativité des États-Unis, c'est de rêver et d'oser. Et cette créativité des États-Unis, ne vient pas de l'école, de la formation universitaire, pas du tout. Donc, est-ce que vous connaissez le père fondateur de la Silicon Valley ici? Le père fondateur de la Silicon Valley, qui c'est? Ça vous dit rien, non? Alors, c'est Frédéric Terman. Frédéric Terman, qui c'est? C'est un professeur d'électronique, ou c'était un professeur d'électronique à Stanford. Et donc, un peu original, il faut le dire. Un jour, il a dit à deux de ses étudiants extrêmement brillants, vous ne pouvez pas continuer mes cours. Vous êtes trop brillants pour continuer mes cours. Donc, en France, quand on dit ça, à des étudiants, on leur dit passer à la classe supérieure. Mais aux États-Unis, on leur dit, il faut quitter l'université, il faut faire autre chose. Et Frédéric Terman a dit à ces deux étudiants, vous devriez créer votre entreprise. Et donc, ces deux jeunes s'appelaient William Hewlett et David Packard, les deux cofondateurs d'HP. Et aujourd'hui, c'est une des grandes entreprises mondiales. Donc, ça met en évidence que l'éducation classique a sa valeur, mais qu'à un moment donné aussi, il est nécessaire d'aller dans le monde. On a demandé un jour à Edward Wilson, un biologiste et intellectuel, on lui a posé la question, quel est le principal obstacle au développement des enfants aujourd'hui? Il a dit la mère poule. La mère poule et les parents trop protecteurs. Et donc, il dit, les mères poules et les parents trop protecteurs ont trop tendance à enfermer leurs enfants dans un système clos et puis à réduire l'incertitude dans la vie. Et en réduisant l'incertitude dans la vie, ça a pour effet pervers de fragiliser les enfants. Et donc, c'est un phénomène qui a été développé par un certain nombre de recherches scientifiques en psychologie. Donc, ça fragilise les enfants. Qu'est-ce qu'un major de promotion, à votre avis? Un major de promotion, c'est un étudiant intelligent dans un certain système. Donc, mais quand on est premier de classe,
ça peut aussi avoir des effets pervers. Donc, comment devient-on premier de classe? Eh bien, on devient premier de classe en se consacrant exclusivement à l'activité scolaire. Et donc, dans un apprentissage standardisé. Et donc, les bonnes notes signifient la maîtrise d'un programme imposé. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre deux individus? Ce qui fait la différence entre deux individus, ce n'est pas 2 points de plus en maths ou en français. Ce qui fait la différence entre deux individus, c'est la créativité. C'est la capacité à évoluer dans un monde où les règles ne sont pas données d'avance. Et donc, dites au premier de classe de s'éloigner du programme et de partir à l'aventure. Et vous allez voir, il va perdre de sa superbe rapidement. Et l'école aussi a aujourd'hui un autre problème. L'école aujourd'hui est en retard sur notre monde. Donc, si vous regardez l'école aujourd'hui, vous verrez qu'elle est fabriquée un peu comme une usine. Donc, on organise les enfants par année de fabrication. Il y a des cloches qui sonnent au début et à la fin du cours, et tout est industrialisé par matière. Il y a une division du travail par matière. Et donc, le monde éducatif aujourd'hui est basé sur la révolution industrielle du 19e siècle. Et donc, avec l'idée qu'on a une formation initiale un jour et que toute notre vie dépendra de cette formation. Et il y en a en France, et c'est un peu tragique, mais qui se vantent encore à 60 ans d'être polytechnicien ou énarque. Et on a envie de leur poser la question, mais qu'est-ce que vous avez fait entre 25 ans et 60 ans? Donc voilà, parce que quand on parle de sa formation encore à 60 ans, c'est un peu inquiétant, et non pas de ses projets et de ses engagements. Et donc, notre éducation aujourd'hui n'est plus adaptée à notre monde qui a profondément changé, ni la formation, dans la plupart des grandes écoles. Et donc, on pense trop souvent que l'éducation, c'est quelque chose qui est réservé aux enfants et aux professeurs, et à quelques professionnels. Mais c'est fou. On n'a jamais eu autant accès, à notre époque, à un savoir accessible, libre, gratuit. Souvenez-vous du projet de Diderot d'Alembert au XVIIIe siècle. C'était de rendre accessible la totalité du savoir. Aujourd'hui, ça existe, ça s'appelle Wikipédia. Et il y a plein de manières d'apprendre des choses aujourd'hui. On est dans un monde aujourd'hui où chaque génération a de manière exponentielle plus de savoir que la génération qui la précède. Donc l'éducation, la formation est accessible à tous. Personne n'a d'excuse pour ne pas continuer à se former de manière continue. Et là, la formation n'a rien à voir avec un système éducatif. On peut se former à l'école, mais on peut se former de d'autres manières, dans d'autres structures. Donc, quelles leçons on doit en tirer? Que pour devenir un individu complet, il ne faut pas seulement être premier de classe, mais il est vital de développer d'autres compétences. Vous connaissez tous, le spationaute Thomas Pesquet. Alors, on est d'accord, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des talents multiples, et en plus, c'est un bel homme. Donc, c'est vraiment un homme complet. Demandez-lui ce qui fait la différence dans la vie à Thomas Pesquet. On l'a, beaucoup de journalistes l'ont interviewé sur son parcours de vie. Alors oui, d'accord, c'est aussi un bon élève. Il a fait une bonne école d'ingénieur, assez prestigieuse. Mais pour lui, c'est pas ce qui fait la différence. Il a dit, ce qui a fait la différence dans la vie, ce sont pas mes diplômes, c'est pas 2 points de plus en maths. Ce qui a fait la différence, c'est le développement de compétences générales et concrètes dans les savoir-faire et les savoir-vivre. Et notamment dans des compétences qu'il a développées en dehors de l'école, au travers du sport. Il a pratiqué beaucoup de sports, le judo, l'athlétisme, les sports collectifs. Et donc, il dit, Thomas Pesquet, ce qui m'a permis de rencontrer le succès, donc il le dit lui-même, c'est le bas du CV. C'est le bas du CV. Et donc, on oublie trop souvent ce qu'on apprend à l'école. Et on oublie beaucoup moins ce qu'on décide d'apprendre par soi-même et de faire par soi-même librement, avec passion, en autodidacte. Donc, dans notre apprentissage, il faudrait laisser une place plus grande aux originaux, donc au hasard, au désordre, à la volatilité, à la découverte de soi, et aussi à toutes ces choses qui valent la peine d'être vécues et d'accepter aussi de vivre dans un monde qu'on ne comprend pas. Et là-dessus, attention aussi les premiers de classe, attention à ce qu'on
aux méthodes et aux recettes miracles. Donc, les méthodes et les recettes miracles, ça n'existe pas. Les méthodes, quand on reste enfermé dans une méthode, c'est comme si on restait un peu enfermé dans un dogme. Et donc, et à un moment donné, les gens qui ne pensent que par les méthodes ne pensent plus par le résultat. Et donc, tout le monde aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui veut des techniques sur comment réussir. Mais en vérité, il n'y a pas de technique sur comment réussir. Autrement, sinon, ça se serait. On peut enseigner en revanche comment il faut faire pour pas trop échouer. Ça, on peut le faire. Et ce qu'il faut développer, c'est pas une méthode parce qu'une méthode c'est très limitant, mais c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit, d'aventurier et de lutteur. Et ça, c'est extrêmement important. Et la meilleure manière de s'engager dans une aventure, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La meilleure manière de s'engager dans une aventure, c'est de commencer. C'est de commencer. Quel est le secret de l'action, à votre avis ? Quel est le secret de l'action ? C'est une question qui a été posée par le philosophe Alain. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Tout simplement, c'est de s'y mettre. Et la meilleure méthode quand ça résiste et quand on trébuche, quelle est la meilleure méthode ? C'est de continuer. C'est ce que dit Alain. Donc, c'est assez simple. C'est assez simple. Donc, et dans cette aventure de la vie incertaine, la philosophie peut nous aider. La philosophie peut nous aider à naviguer dans un océan d'incertitude. Et donc, on a besoin d'un minimum d'assurance et de sécurité. Et la philosophie peut nous apporter des outils. Donc, il faudrait travailler aujourd'hui sur deux choses capitales. Sur la crise du savoir et du système éducatif et sur la crise de l'esprit. Sur la crise du savoir, je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation est en crise. Il faudrait réformer notre manière de connaître pour réformer notre manière de penser. Et c'est le projet intellectuel épistémologique d'Edgar Morin. Edgar Morin a publié en 1999 un livre intitulé « Les 7 savoirs pour l'éducation du futur ». Au départ, c'était une demande qui était faite par l'UNESCO que des intellectuels de premier plan réfléchissent à l'avenir de l'éducation à l'époque de la mondialisation pour essayer de faire face aux grands défis de demain. Et ce rapport-là est devenu les 7 savoirs pour l'éducation du futur. Edgar Morin a travaillé avec beaucoup de spécialistes à travers le monde dans beaucoup de domaines. Et donc, le projet éducatif de Morin consiste à former des individus capables de s'adapter à la complexité du monde. Et Kant, alors, je n'aurai pas le temps de développer là, mais il ne veut pas faire une tabula rasa, il ne veut pas faire table rase sur tout ce qui s'est fait dans le passé. Donc, il faut conserver les fondamentaux de l'enseignement traditionnel, mais il faut introduire également de nouveaux savoirs. Et il parle des 7 savoirs de l'éducation du futur, et là, dans ces 7 savoirs-là, il y en a un capital, c'est le savoir qui consiste à apprendre à affronter l'incertitude. Et donc, pour lui, rapidement, le résumé de sa pensée, il faut absolument éviter l'ultra-spécialisation et développer une approche transdisciplinaire des savoirs. C'est-à-dire qu'il faut réconcilier, pour comprendre les grands problèmes et les enjeux du monde, il faut réconcilier les sciences et les humanités. Donc, et c'est ce qu'il appelle la pensée complexe. Quand on regarde, tous les grands problèmes de politique et de société ne peuvent pas s'éclairer à la lumière d'une seule science. Et même des problèmes philosophiques comme le problème de la mort. Le premier livre d'Edgar Morin s'intitulait « L'homme et la mort ». Donc il a décidé, pour réfléchir sur la question de la mort, de faire tout le tour des bibliothèques pour se documenter un peu. Et il a observé le phénomène suivant. La question de la mort était toujours seulement abordée sous un angle disciplinaire. C'est-à-dire, c'était la question de la mort abordée soit par le philosophe, la question de la mort abordée par le biologiste, ou la question de la mort abordée par le médecin ou par le théologien. Et il s'est dit, mais cette question de la mort, en vérité, pour pouvoir en apporter une vision plus globale, il faut aller puiser dans l'ensemble des traditions, la philosophie, la biologie, la médecine, pour pouvoir avoir une approche justement complexe. Complexe, ça vient du latin complexus,
tisser ensemble. Et il en va de même pour les grands phénomènes de société. Il dit ça pourrait être intéressant pour mieux comprendre la crise de 29 de faire collaborer au lycée le professeur d'économie, mais avec le sociologue, le professeur d'histoire, pour comprendre le contexte de la situation. Donc ça, c'est la pensée de l'éducation sur laquelle il faudrait travailler maintenant, la crise de l'esprit. Notre monde, en tout cas le monde occidental, vit aujourd'hui une crise de l'esprit. C'est ce qu'avait mis en évidence Paul Valéry. Paul Valéry disait « Notre monde vit une crise de l'esprit ». Et Max Weber, le sociologue allemand, avait parlé de désenchantement du monde et d'ère du vide. Notre monde aujourd'hui est désorienté, en perte de valeur. Et donc, nous n'avons plus, autrement dit, de boussole morale et spirituelle. Et donc, pour faire face à l'incertitude du monde, eh bien, pour nous donner plus de force, il faudrait réenchanter le monde et régénérer la vie de l'esprit. Parce que notre esprit est une ressource puissante pour affronter les difficultés. Autrement dit, il faudrait travailler sur deux axes. Sur finalement l'axe des savoirs, pour mieux comprendre la complexité du monde, mais aussi travailler sur soi-même. Et donc, parce que c'est extrêmement important de développer la vie de l'esprit. Donc, et un tas d'écoles de l'Antiquité, notamment les stoïciens, nous donnent des outils pour finalement être plus forts face à l'adversité. Des outils intellectuels, mais également des outils spirituels. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Donc, pour tirer parti de l'incertitude. Donc, pour conclure, la chose la plus essentielle à retenir, c'est qu'on ne maîtrise pas plus l'incertitude que la génération des nuages. Alors oui, l'incertitude peut être effrayante, mais c'est aussi ce qui donne de l'épaisseur à la vie, de la poésie, de la beauté, toute sa saveur. Et l'incertitude, c'est ce qui nous pousse en même temps à explorer de nouveaux horizons, à découvrir de nouvelles opportunités, à développer notre créativité. C'est face à l'inconnu que nous réalisons bien souvent notre plus grand potentiel. Et ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Et donc, il faut s'efforcer de convertir le chaos et l'incertitude du monde et le chaos également qu'on porte au-dedans de soi, en un élan créateur, comme l'artiste. Essayer de donner à l'incertitude une forme. Et donc, je laisserai le mot de la fin à Nietzsche, qui disait ceci: « Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Voilà le petit mot de la fin nietzschéen, qui était un philosophe de la vie, Nietzsche. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi j'avais une question qui est un peu transversale sur tout ce que vous avez dit. Si vous avez cité plusieurs exemples, je m'y connais, dans des domaines dans lesquels je ne me connais pas, géopolitique, sociologie, je ne suis pas du tout un expert là-dedans. Mais vous parlez beaucoup d'incertitude et qui aurait pu prévoir beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est pas aussi une forme de confort d'être dans l'incertitude et que c'est pas... Quel lien vous faites entre comment vous articulez la notion de déni et la notion d'incertitude? C'est-à-dire de dire je connais pas donc j'agis pas et moi pour illustrer je prends l'exemple de l'écologie parce que c'est peut-être je m'y connais pas non plus beaucoup mais c'est peut-être là où je m'y connais plus que la sociologie. C'est par exemple quand on dit que on n'est pas au courant de ce qui va se passer. Il y a quand même beaucoup de rapports, beaucoup de documentation qui font que dans les années à venir, on sait qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Et donc, comment vous articulez cette notion-là d'incertitude sur l'avenir et de finalement déni de notre propre situation? Pas forcément sur l'écologie, mais de manière globale. Vous dites que demain on pourra savoir certaines choses. C'est vrai qu'on peut pas prédire complètement avec une précision absolue l'avenir, mais il y a ce qu'on appelle, quand on est un analyste très fin de notre époque et qu'on a une approche transdisciplinaire des connaissances pour comprendre les grands problèmes de notre temps, on peut quand même lire les grandes tendances.
Mais il ne faut pas tirer des conclusions trop rapidement, parce que les grandes tendances d'aujourd'hui, si on trace une courbe, eh bien, le monde peut changer en quelques années et donc les courbes évoluer. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, on peut avoir une vision. Moi, je ne crois pas du tout au fait qu'on puisse prédire l'avenir, mais on peut peut-être donner la meilleure version de l'avenir, du monde de demain, en regardant comment le monde fonctionne aujourd'hui et dans quelle direction il va. Et donc, et ensuite, à côté des grandes tendances, il y a ce qu'on appelle, pour les analystes encore un peu plus fins, ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les signaux faibles. Il y a un moment donné, il y a des choses qui se passent dans le monde et qui peuvent donner des informations finalement sur la direction que prendra finalement le mouvement de l'histoire et de la société. Donc voilà, mais c'est l'idée un peu de Laplace ou même de Poincaré, de dire, c'est ça que j'ai essayé de démonter, la vision un peu mécaniste ou déterministe, c'est que en connaissant à un moment donné la situation parfaite de notre environnement, eh bien qu'on pourrait déterminer de manière un peu mécanique, eh bien parfaitement le devenir de l'histoire et du monde de demain. Ça n'est pas possible. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence. Mais pour autant, eh bien, voilà, le monde s'engage dans une certaine direction et puis on peut avoir voilà, quelques indications là-dessus, bien sûr. Une question, oui. Alors, bonsoir, merci pour votre présentation. Donc, vos mots m'ont évoqué la pensée de Boris Cyrulnik, selon laquelle il n'y a pas de possible résilience sans rencontre. Et donc, je pense que pour moi, vivre dans l'incertitude, c'est... Il n'y a pas de résilience sans quoi? Sans rencontre. Sans rencontre, d'accord. Et donc, pour moi, vivre dans l'incertitude, c'est aller à la rencontre de l'autre. Et donc, pensez-vous qu'on peut vivre seul dans l'incertitude? Qu'on peut vivre seul dans l'incertitude, je crois que c'est une chose qui est assez peu recherchée par la plupart des hommes. Pascal disait, finalement, la grande difficulté de la plupart des hommes, c'est qu'ils sont incapables de rester seuls avec eux-mêmes dans une chambre. Ils préfèrent, la plupart des hommes, être mal accompagnés que seuls avec eux-mêmes. Donc déjà, d'une part, la plupart des hommes recherchent le divertissement, la vie sociale. Et c'est vrai que la rencontre est tout à fait capitale pour progresser dans la vie. Si on veut devenir plus résilient, plus robuste ou plus antifragile, il faut se confronter au monde et se confronter à l'autre. Parfois, quand on fonctionne avec soi-même dans une bulle, on peut avoir le sentiment d'avoir des idées un peu géniales. Et quand on va se confronter au monde, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc on peut rêver facilement et fonctionner en vase clos quand on n'ouvre pas le dialogue avec l'extérieur, avec le monde et avec des personnes. Il faut toujours se confronter. C'est ce que disait Montaigne. La philosophie, c'est des cervelles qui se frottent les unes aux autres. Et c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on devient plus fort dans la compréhension intellectuelle de l'incertitude, on comprend mieux le monde, et ensuite on devient plus fort spirituellement. Parce que quand on a une approche un peu complexe, un peu à la Edgar Morin de l'homme, il ne faut pas envisager la personne, l'homme, comme le faisaient les philosophes un peu traditionnels de manière idéaliste, qui réduisaient l'homme à un animal purement rationnel. Non, nous avons une raison, ce que les Grecs appellent le logos, notre intelligence ou la raison, mais il y a aussi une dimension à l'intérieur de nous qui s'appelle l'esprit, ce que les anciens pouvaient appeler l'âme. Et ça, c'est important également de le développer pour être plus fort face au monde. Donc il faut nous outiller intellectuellement pour mieux comprendre le monde. Ça a à voir avec l'éducation à l'école et l'éducation dans la vie, élever notre intelligence, mais il faut également nous rendre plus forts sur la dimension de l'esprit. Donc l'intelligence du corps ou de l'âme. Qu'est-ce qui fait, par exemple, moi j'ai parlé de films américains tout à l'heure, enfin de Rocky, mais même, par exemple, beaucoup de gens se moquent de lui, des journalistes, enfin, c'est pas très important, mais des gens comme Jean-Claude Van Damme. Quand on regarde le parcours de Jean-Claude Van Damme, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un pauvre type qui habite en Belgique dans une barre HLM, qui aime bien les sports de combat, qu'est-ce qui fait que lui devienne demain une star internationale, un acteur de premier plan dans les films de combat? Eh bien, il s'est dit à un moment donné, moi je veux être une star. Donc, il y a beaucoup, si vous voulez, les ressources de l'esprit, plus fondamentalement que les ressources intellectuelles, c'est ce qui nous permet de relever le défi et de naviguer dans le monde dans lequel nous sommes. Et ça, on le voit
on le voit, les ressources de l'esprit sont tout à fait capitales chez les sportifs de haut niveau et chez ceux qui ont la capacité de méditer, de contempler et de visualiser. C'est ce qui donne finalement, c'est le moteur d'une certaine manière, c'est l'énergie du corps et de l'intelligence, la vie de l'esprit. Et donc ça peut se développer avec un rapport à la philosophie, un rapport avec la spiritualité, un rapport avec la religion, mais évidemment, c'est dans un dialogue aussi avec l'autre. La religion, c'est le rapport de soi à une transcendance, mais ça passe aussi ça a à voir avec la communion aussi d'individus au sein d'une société. Donc, évidemment qu'il faut rencontrer des gens pour devenir plus résilients, robustes et antifragiles, bien sûr. Parce que c'est... Quand on voit... Non, il ne faut pas rester en vase clos, bien sûr. Oui, vous m'entendez? Bonsoir, Nicolas Bellhomme, je suis médecin au CHU de Rennes. Merci beaucoup pour votre exposé que j'ai trouvé vraiment passionnant. J'ai bien compris, je pense qu'en premier lieu, la première étape pour naviguer dans vos incertitudes, c'était d'être capable de l'identifier finalement. Oui. La deuxième étape, je pense, c'est qu'il faut être capable de tolérer nos incertitudes, d'être confortable dans ces situations d'incertitude. Et pour moi, cette notion de confort, elle est étroitement liée à la notion d'aversion du risque, en fait, qui est quand même quelque chose d'assez universellement reconnu et peut-être inhérent à la condition humaine, en tout cas pour beaucoup de psychologues. Et de ce fait, moi, en tant que soignant, en tant que formateur, on a, je pense, cette particularité de ce rapport à l'incertitude, qui est que ce risque, il ne va pas engager directement notre personne à nous, mais bien une tierce personne, qui est le patient, dont on a la responsabilité. Et donc, ma question est la suivante. En tant que formateur, quelles clés vous pourriez nous donner, quels conseils vous nous donneriez pour nos étudiants en médecine, à qui on va demander d'être capable de tolérer cette incertitude, c'est-à-dire d'accepter quelque part une certaine mesure de risque pour leurs patients, alors même qu'on va juger leurs compétences, finalement à la sécurité qu'ils vont être capables d'apporter dans leurs soins, c'est bien normal, c'est-à-dire à minimiser cette prise de risque. Il y a cette dualité finalement que je trouve assez conflictuelle entre, oui, il va falloir s'engager, accepter une incertitude, des aléas thérapeutiques, mais d'un autre côté, vous devez être finalement sûr de vos décisions et minimiser au maximum vos prises de risques. Donc comment insuffler finalement cette dualité, comment aider nos étudiants à mieux grandir avec ça? Merci pour cette question, mais je crois d'abord que cette dualité est irréductible. C'est-à-dire que le meilleur moyen de faire comprendre ça à vos étudiants, c'est de les éduquer à la pensée complexe, à la complexité justement. C'est d'envisager, d'être capable d'envisager une réalité sous différentes dimensions. Et c'est ce que nous invite à faire Edgar Morin en nous élevant, par exemple, pour avoir une vision plus précise de la médecine, de faire de la philosophie, de faire de l'éthique, pour avoir une meilleure compréhension finalement de l'anthropologie, de la psychologie, de la grande question philosophique, qu'est-ce que l'homme ? La grande question centrale de la tradition philosophique, c'est qu'est-ce que l'homme? Et en retour, vous savez, dans l'histoire de la philosophie, beaucoup de philosophes étaient mathématiciens, mais beaucoup de philosophes étaient également médecins, formés en médecine. Et donc, c'est vrai, je crois que la médecine et l'éthique et l'éducation à la pensée complexe peut permettre d'articuler des choses dont on pense qu'elles s'opposent. Quel est, à votre avis, l'opposé d'une vérité profonde? Qu'est-ce qui s'oppose à une vérité profonde? C'est pour, à votre avis? Une autre vérité profonde. Une autre vérité profonde. C'est ce que disait Pascal dans Les Pensées. C'est qu'à un moment donné, le principe de non-contradiction qui a été formulé par Aristote dans la logique peut fonctionner dans un monde mécaniste, c'est-à-dire A et non A ne sont pas compatibles, mais dans le mouvement de la vie, A et non A peuvent s'articuler. Et c'est là où les philosophes matérialistes et spiritualistes, pour comprendre le phénomène de la vie, n'ont plus opposé l'être et le devenir, mais ont défini justement l'être par le devenir. Le paradigme fondamental de la plupart des philosophes jusqu'au XVIIIe siècle, ce sont les mathématiques. Et la grande découverte de Bergson, c'est de dire que finalement, si on conserve le paradigme mathématique pour comprendre le monde qui nous entoure, on développe une vision trop mécaniste, trop statique du monde. Et lui, il a décidé de mettre comme paradigme, comme modèle de réflexion fondamentale pour la philosophie, la biologie, qui avait été découverte au XIXe siècle. Et quand on pense le monde à la lumière de la biologie, on n'oppose plus ce qu'on appelle en philosophie l'être au devenir.
par nature, l'être, c'est le devenir. Si vous voulez comprendre la genèse d'un arbre ou la genèse d'un papillon, il faut le regarder sous l'angle temporel. Si on essaye par le concept de spatialiser les choses, et là c'était un peu une vision spatialisante que vous avez, un peu une approche statique, mais si on regarde les choses en mouvement et de manière complexe, ce que vous appelez une opposition irréductible s'articule de manière vivante. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux étudiants. Moi, c'est Sylvie Audin, je suis médecin aussi, spécialisée en génétique médicale, et c'est une question un peu complémentaire de celle de Nicolas Bellhomme, la dualité avec le patient lui-même, en fait, parce qu'on est amené, par exemple, dans une spécialité comme la mienne, à annoncer un diagnostic, quelquefois précoce, qui peut entraîner des handicaps ou problèmes au long cours. Mais avec souvent des incertitudes, c'est-à-dire que le patient, lui, veut savoir comment je vais être ou comment va être mon enfant à tel âge, à tel moment, est-ce qu'il va pouvoir marcher, à quel âge, est-ce qu'il va... Et on est souvent obligé d'expliquer que chaque personne est quand même différente, même avec son handicap, qu'il ne faut pas enfermer la personne, l'enfant, dans son diagnostic. Et souvent, les patients ont vraiment du mal à accepter ça, même quelquefois en anténatal, il y a toutes les situations. Comment la philosophie peut nous aider à aider comment vous pouvez nous aider à assumer ça, en fait Je pourrais apporter la même réponse qu'à la question précédente, mais c'est ce que vous dites, c'est vrai sur l'incertitude quant au diagnostic. Les mêmes causes ou les mêmes situations dans le vivant ne produisent pas les mêmes effets. Le système vivant n'est pas un système mécanique, logique, donc il faudrait le faire comprendre peut-être aux patients, aux parents. Et il y avait un phénomène intéressant sur les diagnostics, il en parle, je crois, Nassim Nicolas Taleb dans l'antifragilité. Il rapporte une étude scientifique, une observation peut-être faite par un psychologue, c'est que plus on a d'informations sur un patient, plus on construit des hypothèses et plus on risque de s'éloigner de la vérité du diagnostic. Et au bout du compte, il avait comparé les médecins qui avaient le moins d'informations, mais quand même des informations, un certain nombre d'informations sur un patient, et les médecins qui en avaient beaucoup. Et finalement, les diagnostics les plus pertinents, c'était là où il y avait assez peu d'informations. Et Nassim Nicolas Taleb dit que trop d'informations peut nuire à la connaissance, parce que les gens commencent à spéculer beaucoup. Donc, et alors ça répond peut-être pas complètement à votre question, mais je trouvais ça assez intéressant. Il mettait en évidence la difficulté de faire un diagnostic et d'essayer de comprendre l'évolution du patient par rapport à une maladie qu'il pourrait avoir, et de dire donc, oui, d'essayer de faire comprendre ça à l'entourage. C'est vrai que c'est un vrai défi, et c'est sûr que la philosophie peut nous apporter, encore une fois, avec l'éthique. Vous savez qu'en philosophie, il y a ce qu'on appelle l'éthique fondamentale, qui réfléchit sur les principes, mais il y a aussi l'éthique appliquée dans un certain nombre de domaines, et notamment l'éthique de la santé et l'éthique médicale, qui est une éthique qui permet de réfléchir à des cas extrêmement concrets. Et donc, peut-être, oui, d'utiliser les outils de la philosophie pour essayer de faire comprendre, prendre conscience de la situation aux patients. Donc, voilà, j'ai répondu en partie à la question. Oui. Pour votre intervention, moi j'ai deux questions. La première, c'est sur votre deuxième partie là, qui évoquait finalement la force créatrice du stress et finalement d'affronter l'incertitude, qui est effectivement quelque chose de permanent et de très important, encore plus peut-être aujourd'hui qu'hier. Mais vous avez assez peu évoqué, puisque vous parlez effectivement de l'antifragilité, le caractère particulièrement pathogène de l'incertitude. Enfin, là, je me place sur le plan de la santé, puisqu'on a vu, que ce soit avec la crise Covid, que ce soit avec les enjeux du dérèglement climatique, que ce soit avec Internet, l'impact des réseaux sociaux, etc., une montée en charge très importante des risques psychosociaux et des problématiques psychiatriques de santé mentale dans la population. Donc, comment vous intégrez philosophiquement cette dimension-là du monde qui me semble être quand même une rupture historique et sociologique majeure par rapport au passé,
du fait de cette révolution technologique d'Internet, qui a ses aspects très positifs sur l'accès à la connaissance, etc., mais des aspects aussi très négatifs et très pathogènes pour l'être humain. Donc, comment vous l'intégrez dans votre réflexion philosophique? Et puis, ma deuxième question, elle est par rapport à la place de la science. L'évolution de la société, vous dites, par oui. exemple, la gestion de... Oui. Et comment l'être humain, finalement, est-ce que l'être humain n'est pas finalement plus fragile aujourd'hui du fait de ce contexte nouveau qu'il ne l'était quand même? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une rupture historique encore plus importante que par le passé face à cette dimension-là? Et puis ma deuxième question, elle est sur la place de la science, puisqu'on a vu aussi, on voit se développer, puisque vous évoquez effectivement l'accès à la science et le fait que c'est un aspect très positif, et comme le dit Edgar Morin, effectivement, l'apprentissage des savoirs, et vous le dites très bien aussi, au-delà de l'éducation, il faut l'apprentissage du savoir, c'est finalement aussi la volonté de l'individu d'accéder au savoir et de pouvoir améliorer justement son savoir. Mais aujourd'hui, c'est aussi ce monde nouveau dans lequel on vit, c'est aussi l'anti-savoir, c'est-à-dire c'est l'anti-connaissance, c'est les anti-vax, c'est le débat de ceux qui disent qu'il n'y a pas de dérèglement climatique, c'est toute une série d'actions finalement et de mouvements sociaux qui font que, au contraire, on a une dérégulation de l'accès à la connaissance, puisque la connaissance étant accessible à tous, on a accès, y compris à de la désinformation, à de la fake news permanente. Donc, dans ce contexte-là, comment réhabiliter la science? Parce que finalement, c'est un enjeu aussi sociologique et philosophique considérable. Donc voilà, c'est mes deux questions. J'ai combien de temps pour répondre? Non, c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas confondre les scientifiques et la science. Il y a des scientifiques qui peuvent respecter assez peu parfois la démarche scientifique. Et donc, c'est vrai que c'est... par rapport aussi à l'évolution du monde, vous disiez, alors oui, comment répondre à... Oui, et sur la situation, la question de la vérité, on parle beaucoup de la post-vérité aujourd'hui. C'est extrêmement difficile quand on n'est pas, parfois, il y a peu de journalisme de terrain aujourd'hui, de savoir si certaines informations sont des informations qui sont fondées sur l'expérience, parce qu'il faut pas il y a les faits, mais après, il y a l'interprétation des faits. Donc, Kant disait la vérité, c'est deux dimensions. C'est la dimension matérielle, factuelle, et c'est la dimension également formelle, intellectuelle. C'est comment on va organiser les faits dans une théorie pour proposer une explication du monde. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous prenez 10 psychanalystes, ou même ça doit arriver en psychologie ou en psychiatrie, on va vous faire 10 interprétations différentes du même patient. Et donc il y a des faits, et puis là on est sur le terrain, on va dire, de la vie intérieure, de l'esprit. Mais on va prendre des faits objectifs. On va dire à 10 personnes de décrire une même scène. Et donc, visuellement, ils ont vu la même chose. Mais ils vont vous développer 10 histoires différentes parce qu'il y a ce qu'on voit et il y a la manière dont on construit également les informations qu'on reçoit du monde extérieur. Donc, et après, quand vous dites sur les débats de société, il y a beaucoup de ce qui relève de faits objectifs, mais déjà, vous voyez sur des faits objectifs concrets, on peut être en désaccord sur la manière de les raconter. Alors imaginez sur les débats sociaux, philosophiques, sociologiques, où il y a beaucoup d'idéologie. C'est extrêmement difficile. Nietzsche nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant. L'objectivité dans ce monde, ça n'existe pas. Et peut-être même en science que l'objectivité, on peut la questionner. Ça veut dire que Nietzsche dit la vérité objective. Tous les philosophes de la tradition ont dit, eh bien moi je propose la vérité au monde. Moi, ce que j'apporte, mon système philosophique, c'est la vérité au monde. Nietzsche dit non, pas du tout. Eh bien, Nietzsche nous dit, toute philosophie n'est rien d'autre que l'autobiographie de son auteur. On écrit finalement à la lumière de sa propre histoire, de sa propre culture. Et sous couvert de proposer une version ou une vision universelle de la vérité au monde, on ne fait que traduire finalement ce qu'on a au-dedans de nous. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées. Et c'est là... Oui, c'est difficile, parce que même en philosophie, en sociologie, je vois tous les débats sur la question de la question de la vérité. Oui, c'est une question philosophique, mais je ne voudrais pas sombrer dans une forme de relativisme, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vérité des phénomènes, mais il y a une interprétation multiple de beaucoup de phénomènes, et souvent qui sont liés à nos histoires, à nos cultures et à nos influences. Et c'est vrai que sur beaucoup et puis ce qui était aussi étonnant là, par rapport au débat, par rapport à la situation du monde, qu'on
qu'on voit pendant le Covid, deux professeurs de médecine spécialisés dans le domaine débattre et avoir des visions différentes, on peut l'entendre, mais un peu la tragédie de notre époque, c'est de mettre sur un même niveau un professeur de médecine avec un journaliste. Et même quand il est journaliste scientifique, qu'est-ce qu'il en sait? Et on a vu pendant les débats de la crise sanitaire des journalistes scientifiques faire des leçons, alors de science ou de morale, aux professeurs de médecine. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le journaliste scientifique, de la situation du problème? Et donc c'était un peu... donc rien que ça, du point de vue de la méthode, un journaliste scientifique ne devrait... Enfin, parfois, on a vu que c'était pas simplement des entretiens où on posait des questions, il y avait vraiment, on mettait sur un même pied d'égalité, donc ça pose un problème. Donc, et après, c'est vrai que sur l'évolution de la société, puis vous disiez, avec les effets pervers de certaines, peut-être, innovations technologiques, on peut... dans l'usage de certaines choses, il y a toujours une dimension, on va dire, c'est ce que Bernard Stiegler appelait le pharmacone. Il y a toujours une dimension dans l'usage que l'on fait de quelque chose, d'un écran, d'un téléphone portable. On peut en faire un usage positif ou un usage négatif. Et ce qui compte, c'est la médiété, finalement. Et donc, voilà, non, ça nous renverrait à beaucoup de dimensions. Non, ça renvoie à beaucoup de problématiques. Mais en tout cas... voilà, beaucoup de défis par rapport à cette question à relever. Oui, une question. Oui, merci Jérôme pour toutes ces explications. Alors, vous évoquiez le fait au début de votre présentation que l'incertitude n'arrêtait pas de croître. Oui. Il va falloir que vous m'expliquiez, parce que là, vous ébranlez mes certitudes. J'ai plutôt le sentiment que si l'homme devait avoir un destin ou une destinée, ce serait justement d'acquérir les connaissances qu'il faut pour renier la part d'incertitude qui l'entoure. Vous aviez évoqué cette très belle image d'îlot perdu au milieu d'un océan de certitude, et je me suis dit, très bien, il va nous expliquer comment on va gagner de la terre sur la mer progressivement. Et il n'en est rien. Alors, expliquez-nous. La carte n'existe pas de manière officielle. Elle n'est pas la même pour tous. La carte des îlots et des archipels, c'est très personnel en vérité. Ça suppose... Alors, sur le terrain de l'éducation, il y a peut-être des outils qui pourraient avoir une valeur universelle pour tout le monde pour affronter les incertitudes du monde, mais peut-être la dimension la plus fondamentale, sur la dimension intérieur spirituel, c'est un chemin, c'est une invitation à faire un chemin chacun d'entre nous dans le monde. Et oui, c'est vrai que sur votre question, vous avez levé le main quand j'ai dit qui dans la salle croit sérieusement que nous avons un destin. Donc je comprends le sens de votre question. Et donc je crois que sur les présupposés, on n'est pas tout à fait en accord. Mais pour autant, c'est vrai, je crois pas que le monde a toujours été incertain. Peut-être était-il plus stable, plus confiant dans les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire que des effets locaux ne pouvaient pas avoir de conséquences mondiales. Et donc, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la mondialisation, la connexion via la technique de tous les individus, c'est vrai que quelque chose qui se passe au bout du monde peut déstabiliser l'ordre planétaire et avoir des conséquences économiques incroyables. Et puis, il est probable qu'avec le développement et les nouvelles innovations technologiques, l'intelligence artificielle, on aille vers un monde de plus en plus volatile. Et donc, c'était ça que je voulais mettre en évidence. Mais il faut pour autant, dans ce monde volatile et de plus en plus incertain, eh bien, ceux qui développeront une spiritualité ou une vie de l'esprit forte pourront rester droits malgré la tempête. C'est ça que je voulais dire, même si je n'ai pas donné de manière concrète eh bien, des îlots de certitude. C'est à nous de cheminer là-dessus et de nous éduquer. Il y a déjà peut-être la grande distinction, parce que s'il y a un courant philosophique qui peut nous aider ici, on peut regarder dans la tradition de l'Antiquité romaine et grecque. Et je pense notamment, il y a 4 grandes écoles dans l'Antiquité. Une des grandes écoles qui peut nous aider pour affronter finalement le monde dans lequel on vit et puis l'adversité, les difficultés du monde, c'est le courant du stoïcisme.
Vous connaissez Marc Aurèle, grand chef d'État, empereur et philosophe, et Sénèque. Et il y a une grande distinction capitale dans le stoïcisme qui dit ceci: il faut faire la différence entre ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, finalement, eh bien, c'est l'ordre du monde. Et Descartes disait, il vaut mieux changer parfois ses désirs que l'ordre du monde. Et donc, l'ordre du monde, il fonctionne tel qu'il est, on a assez peu de prise sur lui, mais il ne faut pas, quand on n'a pas de marge de manœuvre sur les choses, eh bien, mal le vivre. Mais en revanche, il y a des choses qui dépendent de nous, qui sont de notre responsabilité, qui sont en lien avec notre liberté, et c'est là qu'on a une marge de manœuvre et qu'on peut agir. Et là, c'est de se former intellectuellement et c'est de se développer spirituellement sur le terrain de l'intelligence, de l'esprit et du cœur. Et c'est ça que je voulais dire. Et malgré finalement un monde de plus en plus incertain, on peut rester comme un roc face à un monde tumultueux si on est solide spirituellement. Mais je sais que c'est pas un mot à la mode aujourd'hui, la spiritualité, mais voilà, je crois beaucoup en la vie de l'esprit. Même Mitterrand l'avait dit, je crois en la vie de l'esprit à la fin de sa vie. Et Morin, encore aujourd'hui, parle de l'esprit. Et quand je parle d'esprit, encore une fois, je ne parle pas de religion. Et donc, je crois aux forces de l'esprit. C'est ça que disait Mitterrand. Bonsoir. Je vais intervenir dans un tout autre domaine. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. J'ai bien entendu qu'il fallait éviter d'être mère poule. Est-ce que vous auriez 2-3 conseils concrets à me donner pour accompagner mon enfant? Alors moi, je viens d'avoir un petit enfant et j'avoue que j'apprends beaucoup également. Et que si vous avez des conseils à me donner en retour, je suis également preneur. Et donc, parce que c'est vrai que il y a quelques bouquins, on peut lire des livres, mais après le quotidien, c'est autre chose. La patte humaine, c'est complexe. Mais donc, oui, un enfant, c'est quand l'antifragilité, j'ai évoqué, il ne faut pas non plus jeter son enfant. On aime les chocs, mais aussi l'amour est fondamental dans la structuration d'une personne aujourd'hui. Donc aimer son enfant, c'est quand même la première des choses. Et je me rappelle de ce que m'avait dit il y a quelques années. J'avais revu mon ancienne directrice d'école élémentaire à Saint-Malo. Elle m'avait dit, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec l'autorité, mais en vérité, eh bien, l'autorité, c'est un acte d'amour. Il ne faut pas confondre l'autorité et l'autoritarisme. Aujourd'hui, il faut absolument être bienveillant. Mais la bienveillance, ce n'est pas du tout incompatible avec l'autorité. D'accord, l'autoritarisme, c'est le père fouettard, c'est la personne extrêmement fermée, voilà. Mais l'autorité, il faut un cadre, et le cadre, c'est les conditions de possibilité, ensuite, pour que l'enfant puisse devenir autonome. Autonome, ça vient du grec, autonomie, c'est devenir à soi-même sa propre loi. Et je pense que les parents pourraient suivre le conseil que Nietzsche donnait. Eh bien, finalement, Nietzsche disait, le meilleur des maîtres, c'est celui qui apprend à son étudiant à se déprendre de lui, c'est-à-dire à prendre des distances avec lui. Et je pense que les meilleurs parents, c'est pas ceux qui décident de trop protéger leurs enfants, mais c'est ceux qui vont créer les conditions pour que l'enfant soit le plus autonome possible et rapidement fort. Il faut essayer de donner une colonne vertébrale, je crois, je ne vais pas dire encore le mot spirituel, mais au-delà des conditions matérielles, essayer de le rendre fort par rapport. Et donc, je donnais tout à l'heure l'exemple de Thomas Pesquet, il y a sans doute aussi des initiatives individuelles, mais il y a tout le bain social et des parents, et puis de faire beaucoup d'activités comme ça en dehors, c'est extrêmement structurant. Donc, mais évidemment, l'amour, c'est capital, et pour préparer à l'antifragilité, parce que peut-être que ça pouvait être un peu violent la deuxième partie, il faut aussi beaucoup aimer ses enfants, bien sûr. Et un peu d'autorité, ça fait pas de mal. Oui, bonsoir, merci pour... Mes collègues m'ont entendu. Donc... Oui, bonsoir, merci pour toutes ces pensées et analyses. Je vais être un peu plus terre à terre si c'est la dernière. Vous avez un passé en mécanique. Oui. Et en quoi la mécanique a pu vous aider à devenir un philosophe? Oui, non, c'est les tragédies de l'existence. Il faut tomber très bas parfois pour
repartir un petit peu dans une autre direction. Donc non, c'est pas la mécanique du tout qui m'a... C'est vrai que non, j'ai jamais été un bon élève, j'ai jamais été un premier de classe, et puis très tôt, on m'a orienté vers les voies de... Je dis pas, j'ai pas de mépris pour ça, pour le lycée professionnel, pour le BEP mécanique, mais quand on faisait une petite sociologie de qui avait décidé de venir là en salle de classe, personne n'avait décidé de venir là. Je me rappelle d'ailleurs, en BEP mécanique, il y a pas de femme, mais il y avait une seule femme. On était tellement sympathique avec elle qu'elle est restée un mois. Et donc c'était un univers un peu spécial. Et donc, non, c'est sûr qu'on pensait à s'amuser. On savait, on n'a pas de vision. C'est un peu en BEP mécanique, c'est des jeunes qui sont paumés, qui pensent, voilà, on était là, on allait un peu en cours, on y allait de temps en temps. Et puis, je me rappelle de ce quand je suis intervenu il y a 4-5 ans ici sur du BEP au doctorat en philosophie, rien n'est joué d'avance. L'organisateur m'avait dit, parce que je le connaissais, voilà, je lui avais envoyé peut-être mon bulletin scolaire de BEP dans l'échange. Il m'avait dit ton parcours c'est un peu étonnant. Et il avait mis comme sous-titre, il m'avait demandé ce qu'on peut mettre comme sous-titre, eh bien l'appréciation de ton professeur de français, Monsieur Tauroud, que je salue ce soir. Bonjour Monsieur Tauroud, et qui avait indiqué une formulation très poétique sur ma situation: absentéisme acharné et fumiste intégral. 2 années de perdu. Et donc, et c'est vrai que à cette époque-là, j'étais assez peu en salle de classe, mais je ne crois pas avoir perdu 2 années. Mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup en dehors et puis beaucoup aussi dans les. Mais et non, oui. Après, c'est plus tard, on va dire, c'est un peu la vie difficile pour ne pas rentrer dans les détails. Et après une rencontre. Enfin, vous parliez des rencontres tout à l'heure pour la résilience. Justement, donc quand on essaye de regarder un petit peu sur les parcours atypiques et qu'on essaye de comprendre la clé, un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que forcément il s'est passé quelque chose. C'est un homme que j'ai rencontré à un moment donné et puis qui m'a révélé à moi-même. Voilà, et donc ça part souvent d'une grande rencontre. Et donc voilà que je rends hommage à cette personne-là ce soir. Elle va se reconnaître. Donc voilà, c'est les rencontres qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Et donc, qui peuvent changer nos vies. Et puis après, il faut beaucoup y croire aussi, parce que moi je me rappelle, même quand on était en BEP, il nous disait déjà, notre prof d'atelier, c'est avec votre BEP, c'est génial, vous allez voir, vous allez trouver du travail tout de suite et vous allez gagner 1005. Et donc, on était contents, on se disait 1005, c'est pas mal. Et quelques-uns osaient demander parfois, mais après le BEP et le bac pro, est-ce qu'on pourrait continuer les études en BTS? Et même nos profs de lycée professionnel nous disaient, mais non, les gars, le BTS, c'est pour l'élite. Vous ne pouvez pas faire de BTS. Et c'est vrai, quand j'ai regardé ensuite, le BTS, ce sont pour les bacheliers technologiques, les DUT en général pour les bacheliers... si vous voulez, quand on a fait un BEP en bac pro, ensuite, c'est l'idée qu'on aille travailler directement dans la vie professionnelle. Donc non, c'est une rencontre qui a été déterminante et puis voilà, qui m'a beaucoup apporté. Et puis après, on découvre quelque chose et puis il faut avoir la foi, la confiance. Ça vient du latin fides, et bien de se dire que voilà, je vais y arriver. C'est vrai que quand j'ai découvert la philosophie avec cet homme-là, eh bien, je lui ai demandé tout de suite, c'est un peu quelle arrogance à 20 ans, alors que j'étais dernier de classe. À l'époque, je ne maîtrisais pas le français élémentaire. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en philosophie? Et il m'avait dit, docteur. Et je dis, un jour, je serai docteur. Et dans ma famille, on m'a souvent dit, mais il est docteur, Jérôme, mais il n'est pas médecin. C'est bizarre. Et donc, voilà, donc je suis docteur, mais pas médecin. Et donc, j'avais demandé, et puis j'avais regardé un petit peu la situation. C'était un peu difficile, mais je me suis dit, pourquoi pas? On pense, on a la vision globale, mais on pense année par année. Voilà. On sait, on veut aller là-bas. On va essayer de trouver les moyens à mettre en place. Ensuite, c'est de la stratégie, c'est du mental, c'est de la visualisation, comme les grands sportifs de haut niveau. Les grands sportifs de haut niveau ont une capacité de visualisation telle qu'ils se mettent toujours en situation de réussite. Et moi, je m'étais projeté, je me suis dit, il n'y a pas d'alternative, ça fonctionnera. Mais on verra, il faudra payer le prix. Et comme disait Céline, le grand écrivain, Voyage au bout de la nuit, parfois il faut souvent passer, quand on prend de grandes décisions et de grands engagements, il faut passer à la caisse. Ça coûte cher, mais
ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand on s'engage. Voilà, c'est ça un peu, la rencontre. Il faut rencontrer. Enfin, ça ne se provoque pas toujours de manière facile. Voilà pour... Bravo. Encore merci à l'excellence de votre parcours, de votre personnalité. On voit bien l'incertitude. Voilà, on voit bien l'incertitude à travers votre parcours. Et en même temps, il ne marche plus, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, merci. Voilà, merci. Je pense que tout le monde m'entend là. Merci, excusez-moi. Merci. Je disais qu'on voit à travers ce dernier développement à la fois l'excellence de votre parcours et puis on a vraiment été passionnés par votre conférence. Je crois qu'on peut vraiment à nouveau vous applaudir chaleureusement et vous remercier très très sincèrement. Et un grand merci au public. Et donc je vous invite à rejoindre le cocktail et je vous remercie encore pour votre présence à tous et toutes ce soir. Et on ne doute pas que cette conférence vous donnera des pistes de réflexion, de discussion, voilà, et qu'elle créera de l'intelligence collective et la force créatrice à laquelle vous nous invitez. Voilà, merci encore à tous et toutes et bonne fin de soirée. Merci. Et merci encore à François pour son accueil. Ouais, c'est gentil.